Qui ne connaît pas Doctolib? C'est sans doute la licorne française qui a été le plus mise sous les feux de la rampe ces derniers temps, crise du Covid aidant. Et tout le monde connaît ce cas d'école. Qu'arriverait-il si soudainement on parlait de votre start-up au journal de 20 heures? Est-ce que votre infra tiendrait la charge? Est-ce que votre application resterait disponible? Ça n'a pas été un simple cas d'école pour Doctolib, mais une réalité. Mais alors, comment a-t-elle résisté? Pour le savoir, quoi de mieux que de le demander directement au Chief Architect de Doctolib, j'ai nommé David Gageot. Dans cette discussion, il sera bien entendu question de scalabilité, de cloud provider et de Kubernetes, mais aussi de monorepo et de boring architecture. Salut David, bienvenue. Salut, merci de me recevoir. Alors je suis très content justement de te recevoir parce qu'aujourd'hui on va parler de Doctolib. Et Doctolib c'est une licorne française. Ouais. Alors, beaucoup de gens ces derniers temps, dû aux circonstances, ont dû entendre parler de Doctolib. Mais est-ce que tu peux quand même nous faire la présentation de ce que c'est Doctolib? Ouais, on va faire ça. Effectivement, en France, on a quand même énormément d'utilisateurs, donc la plupart des gens connaissent, mais Doctolib, ça a commencé comme un site web pour que tu puisses, en tant que patient, prendre rendez-vous chez ton médecin. Et la plupart d'entre nous, on connaît ça. Et ce qu'on connaît un peu moins bien, c'est le côté médecin, où là, on a un logiciel très très riche pour gérer sa patientèle, ses rendez-vous, etc. Et ouais, en France, je pense qu'il y a à peu près les 2 tiers des Français qui ont des comptes, un compte Doctolib. Wow. Et du coup, c'est vrai qu'on a l'habitude de fréquenter ce site, donc côté patient, et c'est totalement gratuit. Alors c'est quoi le modèle économique de Doctolib? Ben, le modèle économique qui est super simple, c'est de faire payer les médecins pour leur offrir un logiciel qui permet de prendre rendez-vous avec eux et qui leur permet, eux, de gérer leur patientèle, de gérer les antécédents médicaux, de gérer tous les rendez-vous. Et donc, selon l'offre, selon les fonctionnalités qu'ils activent chez eux, hein, ils ont un coût mensuel qui est différent. Mais le coût de base, c'est vraiment l'agenda partagé. Par exemple, s'ils prennent, tu vois, de la téléconsultation, il y a un coût supplémentaire et ça reste un abonnement mensuel, hein. Et c'est ça le business model, super simple. Donc, pas de pub, pas de vente des données, ni patients, ni médecins. Le but, c'est d'avoir des médecins contents. Ça existe depuis combien de temps, Doctolib? Tu l'as peut-être dit, Voilà, mais... ça c'est un piège pour moi. Je sais plus, Ah, 7 ans à peu près, 7 ans, j'imagine, je crois. c'est un... Allez voir sur Wikipédia. Ouais. Alors le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais j'imagine qu'il y a dû y avoir une plus forte adoption côté médecin suite à la pandémie, notamment pour le service de téléconsultation. Ouais, ouais, la téléconsultation, c'est assez intéressant parce que j'en reparlais avec un collègue aujourd'hui, donc j'ai les idées très claires dans ma tête. En gros, avant le Covid, donc avant le confinement, on installait cette fonctionnalité chez 300 médecins par mois. C'était une fonctionnalité qu'on avait développée parce que la loi nous le permettait, parce que quelques médecins nous demandaient, et c'était pas vraiment la fonctionnalité sur laquelle on avait prévu d'investir. Et puis, le confinement arrive et là, on a les gens, des médecins qui se sont inscrits dans la file d'attente. Tout à coup, on s'est retrouvé avec 30 000 demandes. Nous, on les installait un par un avec un conseiller qui arrivait sur site dans le cabinet pour les aider. On va vous régler la caméra, on va vous régler l'internet, tout ça. Et donc, en un week-end, j'ai des collègues volontaires qui ont dit, il faut qu'on casse tout ça et on va faire du self-onboarding, hein, pour que tous les médecins puissent, du jour au lendemain, utiliser la fonctionnalité. Et donc effectivement, on est passé de quelques milliers à je sais plus, 30 000, 50 000, très très vite. Ouais. Du coup, le process d'onboarding, ça a été amélioré. Bah en fait, pas forcément amélioré, parce que tu sais, nous on avait la vision de, on va faire ça qualitatif, donc on vient chez le médecin pour l'aider, hein. Et puis là, c'est passé, non, non, bah t'as une fonctionnalité, tu es le médecin, tu cliques, 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 et boum, ça y est, ton onboarding il est fait. Donc on va dire que c'était, on a troqué la super qualité contre l'onboarding rapide de tout le monde. Bon, après, c'est un point de vue, mais entre avoir le conseiller qui vient et donc avoir un rendez-vous bien précis à une heure précise et quelqu'un qui vient versus pouvoir le faire soi-même par quelques clics. Bon, je sais bien que les médecins sont pas forcément des personnes
forcément familiarisés avec l'outil informatique, mais pour certains, ça doit être un avantage, alors que pour d'autres, c'est Ouais, c'est ça. une Ouais. régression. Oui, tout à fait. Ouais, bah, enfin, globalement, l'adoption, elle a été telle qu'on voit bien que la plupart des médecins ont préféré le self-onboarding. Et puis, ce qu'on a fait aussi, c'est que on l'a fait gratuit, cette option-là, pendant toute la période du confinement. Et de mémoire, j'ai plus exactement les chiffres, mais je crois qu'il y a les 2 tiers des médecins qui l'avaient eu gratuit pendant le confinement qui ont décidé de conserver l'abonnement ensuite, post-confinement, hein, parce qu'ils étaient ravis du service. Parlons de toi. Pourquoi avoir rejoint Doctolib? Doctolib, ça répondait à deux besoins chez moi. J'avais vraiment envie de travailler sur un produit final qui touche le grand public. Jusque-là, ça faisait 5 ans que je travaillais chez Google, chez Docker, sur les outils pour les développeurs. Donc mon quotidien, c'était d'améliorer l'utilisation des containers et tout ça, et j'en avais un petit peu marre. Je voulais travailler sur un truc qui change vraiment la vie des gens. Et quand Doctolib m'a contacté, ça déjà, c'est une case qui s'est cochée dans ma tête, clairement. Et l'autre case, c'était j'avais aussi envie de reprendre une activité avec une boîte française qui bosse sur des time zones français. Donc en l'occurrence, chez Doctolib, on est en France et en Allemagne. Mais j'ai retrouvé des journées où je travaille pas en décalé de 9 heures avec San Francisco, mais je travaille avec des collègues français toute la journée. Et dans un contexte où on était tout à coup tous en remote, et ben en fait, c'est encore plus agréable d'avoir des gens sur le même time zone, hein. Ouais. Mais vraiment, Doctolib, j'utilisais en tant que patient, je prenais tous mes rendez-vous avec, et quand ils m'ont contacté, je me suis dit, mais ouais, j'ai envie de travailler pour cette boîte-là. Maintenant, je savais pas trop ce qu'ils allaient me proposer, quel était vraiment le challenge. J'avais, comme beaucoup de monde, une vision pas très claire de à quel point c'était gros derrière le planning partagé, tu vois. Quels étaient les challenges, quelles étaient leurs philosophies, est-ce que c'était une boîte, est-ce qu'ils étaient modernes dans leur tête ou pas. Et moi, à chaque fois que j'ai avancé dans mes discussions, je suis tombé amoureux de plus en plus avec les personnes. C'était quelque chose de décisif quand même, ça, où ils en étaient technologiquement pour toi. Oui, oui, et puis en fait, ils cherchaient quelqu'un comme moi, ils cherchaient quelqu'un comme eux. Ils cherchaient quelqu'un de très pragmatique. Tu sais, Doctolib avant, certains l'ont peut-être déjà vu à Devox. Il y a une présentation sur le boring architecture. Donc l'idée, c'est de faire vraiment de l'architecture just in time, faire les choix au dernier moment, faire des choses simples en premier, plutôt payer plus cher pour du simple que de faire des choses très compliquées dans le but de réduire les coûts. Et tout ça, en fait, ils cherchaient quelqu'un qui était capable de pousser ça encore plus loin. Et moi, ça a toujours été mon credo, donc on s'est bien trouvé. Justement, alors parlons de cette boring architecture. C'est quoi la stack de Doctolib? Le stack de Autolib, c'est principalement alors j'allais dire principalement du Ruby on Rails, mais c'est faux. C'est moitié-moitié du Ruby on Rails et du React, hein, en JavaScript. Ça a commencé avec du Ruby on Rails et maintenant on commence à avoir beaucoup, beaucoup de logique front-end. C'est un monorepo. Pour 90% du service qu'on voit, c'est un monorepo qui tourne avec une seule base de données, avec un seul gros schéma, une seule base de données. Les développeurs sont full stack, hein, donc ils font autant du front que du back, ils s'intéressent à la mise en prod, etc. Et puis c'est à peu près tout, hein. Ça tourne sur un Kubernetes pour la partie back-end, mais c'est une stack assez simple. Alors bien sûr, j'oublie plein de choses, hein. Il y a un petit Elasticsearch à droite, il y a du Redis à gauche, mais globalement, on essaie de minimiser la complexité, hein. Ok. Et Ruby et JS, ça fait back-end et front-end? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, on a encore des vieilles pages en server-side rendering en Ruby, mais la plupart maintenant c'est du JS pour le front-end, ouais. Et est-ce qu'il y a une application mobile? Il y a une application mobile qui est assez bête et méchante. C'est vraiment un frame, c'est vraiment une web view, hein, avec quelques fonctionnalités natives, mais assez peu, ce qui nous permet d'aller très très vite à délivrer des fonctionnalités mobiles, hein, qui sont les mêmes que sur le desktop, au détriment parfois de la précision graphique ou de la qualité vraiment poussée au maximum, hein. On est plus on a une fonctionnalité qui est à la fois mobile et desktop tout le temps, quoi. Mhm. Donc, on est sur une stack assez simple, avec un monorepo, mais toi qui as travaillé à Google, alors je sais pas, ça doit être tellement énorme Google que forcément t'as pas forcément touché à tout, mais ça va un peu à l'encontre, selon moi, de la logique de Google. Là, on est sur un gros monolithe, Ouais, si je ouais. comprends bien. Bah,
Le monorepo, c'est vraiment l'esprit Google, mais effectivement, ce monolithe dans lequel on met à peu près tout, qui est déployé en une seule fois, c'est pas le genre de choses qu'on voit mais globalement dans l'industrie. Hein. Dans l'industrie, les gens vont plutôt vers des microservices. Nous, on pense que les avantages des microservices sont très très vite contrebalancés par beaucoup d'inconvénients. On a une équipe de prod SRI assez petite, très efficace. On a très peu de problèmes pour diagnostiquer des pannes ou des problèmes en prod parce qu'on n'a pas à parcourir les dépendances entre 25 services. Les équipes, c'est des développeurs full stack qui n'ont pas non plus besoin de se synchroniser avec d'autres équipes. Ah, toi, tu fais tel microservice, mais moi, je te consomme, mais lui, il me consomme. Et donc, on planifie nos roadmaps en fonction. Nous, on est très comme ça monolithique et ça permet d'aller assez vite. Après, c'est pas, tu vois, le silver bullet. Il y a plein de problèmes aussi, mais globalement, cette simplicité, moi, c'est ce que je recherchais, hein, et on continue à essayer de la pousser le plus loin possible. Ok, alors personnellement, je suis pas un grand connaisseur du microservice ou du monolithe, Ouais, mais évidemment, j'ai quelques lectures là-dessus. Une des problématiques, par exemple, qu'on retrouve avec généralement le monolithe, c'est le temps qu'il faut à un nouvel ingénieur pour être opérationnel sur la stack. ouais. Est-ce que c'est le cas? Eh ben oui et non, c'est typiquement, et il y a tellement, tu vois, on a deux technos, c'est Ruby et JS, et on a qu'un seul jeu de framework, qu'un seul monorepo, qu'un seul endroit où travailler, qu'une seule façon de faire. Donc ça, c'est très accélérateur, hein. En revanche, comme c'est un monolithe, bah, parfois on a aussi ce qu'on appelle, tu sais, le big ball of mud. Donc on a du design qui est pas toujours propre et parfois le code il est entremêlé avec des bouts de code qui ont rien à voir. Donc ça c'est plus dur. En général, le démarrage il est très rapide, hein. Et ensuite, bah, tu commets des erreurs par méconnaissance des effets de bord un peu cachés, hein. Donc ça c'est plutôt quelque chose qu'on essaie de combattre maintenant, hein. On essaie de découper notre monolithe non pas en services séparés, mais on essaie de le modulariser avec ce qu'on appelle des Rails engines. Donc c'est une façon de découper en tranches le monolithe tout en gardant quelque chose de très monopièce. Donc on le déploie en une fois dans un seul container, on teste tout d'un coup, mais on essaie de commencer à isoler un peu les développeurs pour les aider à réduire la charge cognitive, quoi. Ruby, c'est assez magique. Il y a des hooks, il y a des trucs un peu cachés à droite, à gauche et des choses qui sont beaucoup frameworkisées, hein. Et donc ça peut te ralentir un peu. Mais au démarrage, en revanche, c'est du gain. Vraiment, tu rentres très très vite dans de la feature, hein. Tu vas très très vite développer des choses. Tu cherches pas trop où c'est très rapide, quoi. Mhm. Et concernant justement la rapidité, vu la pandémie, les use cases se sont peut-être diversifiés par rapport à ce qui était initialement prévu 2018-2019. Mhm. Peut-être il y a des features qui n'étaient pas forcément prioritaires qui le sont devenus ou des nouvelles idées qui ont pu émerger. Est-ce que c'est facile d'amener des nouvelles features? Oui, oui, c'est facile. Vraiment, c'est facile. On déploie 3 fois par jour. On travaille beaucoup avec des feature switch pour activer, désactiver en prod. Et donc, on va déployer des fonctionnalités partielles, puis les améliorer, éventuellement les désactiver s'ils ont des problèmes. Donc, ça va très, très vite, hein. Bah, typiquement, je parlais du self-onboarding de la téléconsultation. Ça a été fait en un week-end. Alors, on n'est pas là à dire aux gens qu'il faut travailler le week-end, mais là, c'était un événement tellement incroyable. On a 2 personnes qui se sont portées volontaires. À midi, il y en avait 4. L'après-midi, il y en avait 12. Parce que les gens voyaient bien que c'était plus grand qu'eux, quoi, comme challenge. Mais pendant la vaccination, on a dû introduire la notion de prise de rendez-vous à deux shots, hein. Donc, je prends le rendez-vous pour ma première vaccination et la deuxième vaccination dans la même prise de rendez-vous. Ça, c'était plus compliqué à implémenter parce que là, on touchait vraiment au cœur de métier de Doctolib. Et d'ailleurs, on en a souffert pendant 6 mois de cette petite fonctionnalité qui s'est transformée en énorme complexité, hein. Parce que là, on touchait vraiment les entrailles même du produit, hein. Et puis surtout, on transformait le produit qui était fait pour prendre des rendez-vous dans des petits cabinets ou des gros cabinets ou même des hôpitaux. Mais tout à coup, là, c'était non, non, on a des centres de vaccination pour des dizaines de milliers de personnes, hein. Et donc, on a tordu le produit, on lui a tordu le bras, quoi. Mhm. Mais la fonctionnalité, le fonctionnel était plutôt assez facile à ajouter, ouais. Rails, pour ça, c'est assez magique, hein.
on se pose rarement des questions de faisabilité de fonctionnalité, hein. On se demande plutôt comment on va être capable de faire simple et vite quelque chose qui apporte de la valeur, hein. Alors parlons-en justement de cette période de vaccination, parce que ça n'a pas été seulement des nouvelles fonctionnalités ajoutées. Ce qu'il y a, c'est que voilà, Doctolib a été mis sous le feu des projecteurs et Ouais, que j'imagine que le nombre de connexions, le nombre de personnes qui utilisaient le service dans le même temps a explosé. ouais. Et alors justement, cette culture monolithique, est-ce que ça n'a pas un peu freiné ou pas du tout? Comment ça a été perçu de ton côté? Alors, pour moi, ça a plutôt accéléré. C'est-à-dire qu'on a vraiment des personnes qui sont capables de travailler sur une grande partie de la code base, hein, parce que les gens sont habitués à être mobiles et c'est le même jeu d'outils, de langage, la même code base. Donc ça rend beaucoup les gens mobiles, hein. Donc pendant les 6 mois de montagne russe de la vaccination, bah, on a pu on a pu pas monopoliser, on a pu amener les gens à développer sur des choses auxquels ils étaient un peu moins habitués, hein, pour aller corriger des problèmes de scalabilité, pour aller corriger des problèmes fonctionnels. Et ça, c'était vraiment très agréable, hein. Après, on a fait ça avec une application qui est utilisée tous les jours par des millions d'utilisateurs gratuits et payants. Et donc ça a été un gros challenge. C'est comment tu casses pas la fonctionnalité principale de notre produit qui est la prise de rendez-vous chez ton médecin généraliste, pour laquelle le médecin paye, hein. Comment tu casses pas ça en introduisant tout à coup la fonctionnalité centre de vaccination, hein, qui elle va être utilisée par des millions d'utilisateurs massivement, qui va marteler ta plateforme. Eux ne payent pas, mais ils vont réduire un peu la qualité de service pour les personnes qui payent. Donc ça, c'était un gros challenge pour nous. En décembre, on a gagné un contrat avec la région de Berlin et donc on a ouvert un énorme centre de vaccination là-bas. Et ça a été un enfer de plusieurs mois sur notre plateforme pour tenir la charge parce que tout à coup, le logiciel était utilisé vraiment avec des patterns vraiment différents. Et là, je dis que c'est un enfer et en même temps, on avait cette facilité à diagnostiquer parce que c'est monolithe. On a eu cette facilité à expérimenter parce qu'on déployait régulièrement, etc. Donc on avait un mélange quand même de des enjeux énormes, un trafic énorme et puis quand même une stack qui nous a plutôt facilité la vie, hein. Si on continue un peu dans la scalabilité, donc à cette période-là, tu l'as dit, vous tournez sur Cube, donc Cube va t'aider à scaler, mais Ouais. est-ce que c'est du on-prem, est-ce que c'est chez un cloud provider? Est-ce que l'infrastructure a été aussi simple à scaler que l'application elle-même à l'intérieur de Cube? Et ben, alors, donc, on est sur Amazon, nous, hein. On est sur Amazon et 90% du trafic tourne sur Francfort. Le reste va être sur Paris. Donc, on est sur Francfort et Paris. On est sur OKS, donc pour Kubernetes. Donc, effectivement, là, ça a été assez facile. En prévision des allocutions du président, on augmentait le nombre de pods, ou alors c'est l'autoscaler qui augmentait tout ça le nombre de pods. Mais donc, on est passé assez facilement d'une période de croisière de 400 pods à 1000 pods sur les pics. Ça, c'était facile. Amazon, aucun souci pour eux. Load balancer, aucun souci pour eux. Alors, à chaque fois quand même qu'on attendait des allocutions présidentielles, on prévenait Cloudflare devant, on prévenait Amazon pour le LB. Mais bon, ça, c'était plutôt simple, hein. Ce qui a été plus dur pour nous, c'est la base de données. Comme je disais tout à l'heure, on a une seule base de données. Alors, quand je dis une base de données, en vrai, c'est un Postgres SQL logique, mais derrière, on utilise Aurora de AWS. Donc, c'est au maximum 15 serveurs, hein. 15 serveurs, c'est 24x chez eux, donc c'est que ça doit, de mémoire, à la fin, on se retrouve avec presque 800 cœurs, hein, 800 vCPU, hein, des terras de mémoire. On a 13 terras de disques, je crois, qui est 13 terras de données. Ça, c'était plus dur à scaler, parce que tu vois, ils sont capables d'aller jusqu'à 14 readers pour un writer, mais pour démarrer un reader, c'est 5 minutes. Donc si tu dois absorber le journal de 20 heures ou ton CEO qui passe à la radio le matin, ça va pas monter assez vite. Si tu dois tout à coup avoir des millions d'Allemands ou de Français qui se connectent pour prendre rendez-vous sur les mêmes centres, pour demander les mêmes créneaux, le même jour, à la même heure, c'est pareil, ça va pas scaler assez vite. Et ça, c'est les principaux problèmes qu'on a eu. C'est que on a eu vraiment un trafic monstrueux sur certains moments. Tu vois, le 12 juillet, on a fait x5 en 5 minutes. Mhm.
Et c'est resté très très haut pendant 2 semaines. On n'avait jamais vu ça. En 3 heures, on a battu le record de prise de rendez-vous de vaccination en 3 heures, on a fait plus que les 24 heures où on avait réservé le plus de créneaux de vaccination dans le passé. Donc ça, c'est de l'infrastructure, elle est quand même mise à rude épreuve et nous aussi, quoi. À rude épreuve, ouais. Le Aurora, donc est-ce que c'est quelque chose, c'est simplement du Postgres, un peu à la sauce Amazon, ou est-ce que ça se rapproche plus de Spanner ou CockroachDB? Non, non, c'est vraiment du Postgres. Donc tu as un writer, tu as un certain nombre de réplicas éventuellement autoscalés, et ton Ruby, lui, il parle soit au writer, soit à un pool de readers. Et il n'y a pas de notion, il n'y a pas vraiment de fonctionnalités supplémentaires comme du sharding ou comme voilà, c'est vraiment c'est ce que tu peux faire de plus simple, hein, quand tu pars d'un PG, hein, c'est avoir un truc comme Aurora. Après, on est en train de regarder maintenant pour le futur des choses comme Citus ou comme Spanner ou autre, avec chacun des avantages et des inconvénients. Spanner, c'est sur Google Cloud. Citus, ça demande à faire des changements, et Spanner aussi, ça demande à faire des changements dans ton application. Donc, Mhm. on regarde un petit peu c'est quoi le futur après, mais pour l'instant, on est bien avec notre Aurora. Pendant cette période, tu l'as dit, il y avait des actions manuelles qui ont été faites. Mm, Tout n'était pas automatisé. mm. Est-ce qu'il y a eu des leçons apprises de cette période où vous avez pu aller vers plus d'automatisation, ou alors c'est considéré qu'un spike comme celui-là est exceptionnel et que de toute façon on n'a pas le choix parce que comme tu l'as dit, il faut prévenir Cloudflare, il faut prévenir Amazon, et donc il y aura forcément des étapes manuelles dans ce Ouais. processus. Alors, toi, de prévenir tous ces partenaires, c'était plutôt pour, ou par exemple Mailjet, parce que tout à coup, on va avoir beaucoup d'envois de mails. C'était plutôt pour être sûr que la capacité était là, mais à chaque fois, la réponse était oui. Et effectivement, on n'a pas eu trop de problèmes là-dessus. Typiquement, ouais, avant, tu vois, moi, quand je suis rentré, donc avant la vaccination, on savait qu'on n'encaissait pas un journal de 20 heures, mais que au bout de 2 minutes, c'est bon, on encaissait automatiquement par l'autoscaling. Mais on savait qu'on avait 2 minutes un petit peu compliquées, mais qu'après ça montait et ça encaissait très bien. Mais tous ces autoscaling, ils sont un peu lents, hein. Là, tout à coup, on s'est trouvé confronté à des pics beaucoup plus rapides et beaucoup plus violents. Et là, il fallait changer l'appli et tout ça. Donc, on n'a rien changé vraiment dans la façon d'automatiser les choses. On a toujours essayé de prévoir les pics en manuel quand même, tu vois, pour pré-provisionner plus de pods, plus de Aurora. En général, on s'est planté, hein. Chaque fois qu'on a essayé de le faire, on s'est planté. Je me rappelle la première semaine où on a commencé à déployer les 700 centres de vaccination. On savait, voilà, pour mercredi, ça va être déployé. Il va y avoir Olivier Véran qui va parler, la télé, le journal, le machin. Tous les jours, on prévoyait, de s'écrouler, hein. Et à chaque fois, on visait à côté. En fait, on s'écroulait pas et puis on n'avait pas vraiment configuré ce qu'il fallait. Et puis quand on a arrêté, bah, c'est là où on s'est écroulé. Donc bon, c'était des leçons comme ça de quoi que tu prévois, de toute façon, il se passe autre chose. Mhm. Et puis après 6 mois de vaccination aussi, maintenant on a une notion de file d'attente. La plupart des utilisateurs ont pu la voir là, le 12 juillet. Cette file d'attente, en fait, on la déclenche automatiquement, hein, au niveau de Cloudflare pour mettre en attente les personnes qui veulent prendre des rendez-vous vaccination. L'idée, c'est que tu vas prendre un rendez-vous chez ton généraliste, bah, tu passes à travers de la file d'attente. Tu veux prendre un rendez-vous vaccination, tu es mis dans une file d'attente qui a un plancher très bas et qui est fait pour encaisser justement ces pics. Ce qui fait que maintenant, on n'a plus peur d'un passage à la radio, à la télé, même d'une allocution du président, on encaisse. Alors même si ça peut paraître évident suite aux besoins de scale qu'il y a eu durant cette période, j'imagine que le choix de l'infrastructure il a été fait aussi avant qu'il y ait le Ouais. Covid. Donc ça peut paraître, Amazon paraît pas étonnant parce que j'imagine que c'est assez facile d'aller sur un cloud provider plutôt que de mettre en place ses propres machines, surtout quand on sait pas encore à quoi s'attendre. Par contre, le choix de Cube pour une stack qui est plutôt monolithique, c'est un peu moins fréquent. Mhm. Pourquoi ces choix? Alors déjà au début on gérait nous-mêmes tous nos serveurs et tout ça, et on gérait nos PG, on les gérait avec comment ça s'appelle, pas la duplication de la réplication et tout ça.
Et puis ça devenait de plus en plus compliqué à gérer, l'échelle devenait importante. Quand, quand on voulait basculer d'une zone Francfort à Paris, il fallait un temps fou pour resynchroniser. Donc vraiment, ça commençait à devenir compliqué d'avoir une base de données monolithique aussi grosse, gérée par nous-mêmes. Et donc ça, on a commencé à regarder les différents cloud providers. Et en fait, il y a que AWS qui a avec Aurora qui a ça. Google, ils sont en retard là-dessus. Ils ont d'autres bases qui sont superbes comme Spanner, mais sur du PG compatible 100% PG, ils n'ont rien. Et Azure, ils ont du Citus, mais c'est pareil sur le compatible PG, ils sont pas à la hauteur d'Aurora. Donc à l'époque, hein, quand on a décidé de simplifier notre archi, d'aller sur un cloud provider certifié des données de santé, il y avait que AWS qui avait vraiment les services dont on avait besoin. Tous, ils avaient du Cube. Je crois qu'on faisait déjà du Cube avant. Et pour nous, Cube, ça marche bien parce que ça nous donne vraiment de l'autoscaling au niveau des pods très rapide. On démarre toujours le même monolithe qui démarre assez vite. Et puis dès que le nombre de pods est saturé, on démarre de nouvelles VM. Franchement, je pense que c'est une des parties qui demande le moins de maintenance chez nous. C'est facile, ça marche tout seul. On a d'autres choses déployées sur le cube. On a la partie asynchrone aussi. On a quelques VM pour le non asynchrone, mais la plupart maintenant va être sur du cube. Non, ça marche bien. Donc, Q pour la facilité de réaliser, Q pour la facilité de scaler, Ouais, et puis ça se limite à peu près à ça. ouais, c'est ça. Tous nos backend Rails, ils sont mono-threadés, ils sont stateless, ou alors ils stockent un peu de cache comme ça, mais ils sont principalement stateless. Donc tu peux en démarrer autant que tu veux. Localement, on développe avec du Docker Compose. Ça matche bien avec ce qu'on voit dans Cube. Non, non, je crois que c'est la partie la plus simple de notre archi qui marche le mieux. Et surtout, on sait que ça, on peut le faire tourner partout sur n'importe quel cloud provider ou si on revenait un jour sur du on-prem, on ferait tourner ça aussi dans Cube. Ça marche bien. Mhm. Bon, c'est un des autres avantages de pouvoir le porter facilement. C'est ça, ouais. Ouais. Mais alors, toi, au quotidien, du coup, quels sont tes challenges? Parce que on est en pleine boring architecture, donc c'est quoi le but? C'est de se tourner les pouces? C'est ça, mais c'est mon objectif dans la vie. Alors moi, j'ai une équipe de 7 principal engineers. Donc c'est 7 développeurs plutôt seniors qui sont dans mon équipe et qui travaillent avec chacun des grands domaines tech qu'on a chez Doctolib. Donc notre tech, elle est décomposée en domaines, chaque domaine en feature team. Donc dans chaque domaine, en gros, il y a un principal engineer qui est là pour aider le domaine à justement synchroniser techniquement avec les autres domaines pour être sûr qu'on va tous dans la même direction en termes d'architecture simple, pragmatique. Donc dans mon équipe, il y a des gens qui essayent de synchroniser pour être sûr que dans leur domaine, ils font tous des choses qui se ressemblent. On essaye aussi de prévoir le futur. Tu vois, quand je disais qu'on essaye d'extraire des Rails Engine, bah, c'est dans mon équipe qu'on a essayé des choses, on a fait des POC, on est allé voir les gens sur le terrain pour voir un peu si ça marchait, si ça marchait pas. Hein. Et puis maintenant, ils accompagnent les développeurs pour extraire leur module. Donc ça, c'est une des parties des choses que font mon équipe. Ils font aussi une sorte on essaye de collecter tous les risques sécu, les risques de perte de service dus à des choses connues, des, des, des faiblesses de notre archi ou des faiblesses de notre logiciel ou des bugs connus. Donc on essaie de lister tout ça et donc ça se pareil, c'est les principal engineers qui vont collecter tout ça dans les équipes et s'assurer qu'on trouve des bonnes solutions à chacun des problèmes les plus importants. Donc ça, mon équipe déjà fait ça les occupe beaucoup. Et puis après, ils sont aussi souvent moteurs sur l'amélioration globale de la stack chez nous, passer sur des versions Rails plus récentes. Ça demande toujours des choses un peu techniques et ils animent les développeurs qui ont envie de faire ça avec eux. Il y a une notion un peu de mini communauté qui se crée comme ça sur des centres d'intérêt. Donc ça, mon équipe fait ça. Et puis parfois, on est aussi en mode pompier. Pendant la vaccination, on était la moitié déjà à bien connaître le moteur de disponibilité ou bien connaître l'architecture vraiment dans ses détails et puis à pouvoir mener des actions coup de poing pour améliorer ça. Donc ça, moi, j'ai fait une grosse partie de mon temps pendant la campagne de vaccination, les mains dans le code avec les collègues à essayer de chercher tous les bottlenecks et les tuer un par un.
Quand tu parles de domaine, il s'agit de domaine dans le sens donc de domaine driven architecture ou pas du tout? Oui et non, vraiment, enfin, oui, c'est des domaines fonctionnels, mais ça se transcrit pas forcément par des frontières claires dans le code, hein. Mhm. Mais oui, c'est des domaines fonctionnels. Donc, on a la partie Doctolib, Docteur, donc c'est vraiment notre logiciel pour les docteurs de gestion de patientèle. On a Doctolib, tout ce qui, il y a la partie qui gère le dossier patient, il y a la partie qui gère la messagerie entre docteurs, il y a la partie qui gère les outils marketing, etc. Donc, chaque domaine tech a des équipes hein, qui travaillent principalement sur ce domaine-là. Pas toujours, mais principalement sur quelque chose de fonctionnel, quoi. Et ces équipes, ça représente combien de personnes à peu près? Je sais plus. Je sais plus. On doit être à peu près à grosso modo 150 devs. La boîte fait maintenant grosso modo 10 fois ça. Mais je pense que niveau de dev, on doit être à peu près à 150. Et si tu prends toute la tech, ça doit être le double à peu près. Ça doit être à peu près 300. C'est les ordres de grandeur. Je me rappelle jamais des chiffres. Ça va. Il faut savoir en septembre là, donc nous on fait des arrivées une fois par mois. Donc, le premier mardi du mois, on a des arrivées pour tous les domaines de la boîte. Donc, sales, marketing, tech et tout. Et là, en septembre, on a fait une arrivée de 140 personnes, hein. Donc, toi, quand tu commences à avoir 80 personnes par mois qui arrivent, tu sais plus combien tu es dans la boîte au bout d'un an, hein. J'imagine. Si je demande ça, c'est aussi parce que un des points mis en avant généralement pour les microservices, c'est justement cette synchronisation entre les équipes. Ouais. Comment elle se passe dans un environnement qui est beaucoup plus monolithique? Est-ce que, tu l'as dit, hein, vous déployez 3 fois par jour, c'est énorme pour un monolithe, j'imagine. Mhm. Ouais. Comment justement cette synchronisation entre les équipes se passe pour arriver à cette fréquence de déploiement? Et bah, assez peu. En fait, on a assez. Enfin, moi, j'ai jamais entendu parler de problème de synchronisation. C'est quasiment jamais qu'on entend une équipe qui en attend une autre pour shipper sa fonctionnalité. Chacun va travailler sur des fonctionnalités qui en général sont assez séparées, va les mettre en prod. On a des mises en prod 3 fois par jour à heure fixe. Donc toi, bah, ce que tu as mergé dans master, ça va être mis en prod hein, matin, midi et soir, hein. Et à toi de gérer dans ton équipe l'activation de tes feature switch, hein. Et c'est assez rare que tu aies besoin de te coordonner avec un autre domaine ou une autre équipe. Sans doute que dans les domaines, certaines équipes travaillent un peu plus la main dans la main, mais c'est assez rare aussi, hein. Je pense que globalement, quand on a une équipe qui travaille sur le partage de l'ordonnance avec le praticien, avec le pharmacien, par exemple, hein, bon, bah, ils font la fonctionnalité du début à la fin. Ils la mettent en prod par partie, hein, et puis ils activent par partie, et ils attendent jamais personne d'autre, hein. D'un point de vue embauche, tu l'as dit, ça devient massif et il y a beaucoup Ouais, de nouveaux employés. Est-ce que c'est un atout ou un handicap, cette stack logicielle? je pense que c'est un peu les deux. C'est un atout parce que déjà on a des développeurs full stack, donc on voit quand même des gens qui sont attirés par ça, qui ont envie de faire du front et du back. Après dans la vie, on sait que chaque personne va avoir ses forces, ses faiblesses, chaque personne va être meilleure sur une partie du boulot. Mais globalement, le fait de qu'on t'autorise de toucher à tout, ça c'est plutôt, ça attire plutôt des développeurs plutôt expérimentés, plutôt intéressants. Après, c'est une faiblesse parce qu'effectivement, on a des gens qui veulent pas faire de Ruby. On a des gens qui veulent faire que du JS. On a des gens qui ont peur de ce côté monolithique où on pourrait avoir à toucher à tout. Moi, ça m'a attiré, mais de façon incroyable. J'ai adoré ça, mais on a régulièrement des gens qu'on essaie d'embaucher qui ont peur de ça, ouais. Mhm. Moi, j'adore, hein. Enfin, pour donner un autre exemple, on a une gestion de crise, ce qu'on appelle des crises chez nous, c'est dès qu'il y a un peu de hockey en prod, une fonctionnalité qui se comporte pas comme prévu ou un problème côté infra en prod. On a un channel Slack, on a un chat dédié, on a un Meet dédié, hein, et tous les ingés qui veulent rejoignent la crisis. Tous les ingés peuvent déclencher une crisis. Et en fait, moi, j'ai passé les 3 premiers mois chez Docto à rejoindre les crises dès qu'il y en avait. J'étais content qu'il y ait une crisis.
Donc certaines étaient toutes petites, hein. C'est juste pour synchroniser les bonnes équipes au bon moment pour résoudre un petit problème. Certaines étaient plus graves, la base de données est complètement tombée, où on a trop de trafic. Et c'est génial de voir que bah, tous les développeurs ne connaissent pas tout du sol au plafond, mais en tout cas, ils en ont la possibilité, hein. Ils ont la possibilité de s'intéresser à tout et certains en profitent de cette possibilité. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes pour demander d'autres langages, d'autres choses? J'imagine que sur une boîte comme Doctolib, il doit y avoir des use cases pour du machine learning, il doit y avoir du data analytic, Ouais, ouais, d'autres choses. ouais, ouais. Bah oui, il y a des demandes, hein. Clairement, il y a des demandes pour plein de raisons, des bonnes et des mauvaises. Dans mon équipe, on essaie aussi un peu de choisir les bonnes raisons d'interdire les mauvaises raisons. Mais bah, typiquement, côté data, on n'en a pas trop parlé, mais ils ont une infrastructure un peu différente de l'infrastructure principale de Doctolib. Donc, ils sont très AWS avec du Redshift, avec du SageMaker, des choses comme ça. Et donc, beaucoup de Python là-bas. Sur la partie front, on a des fonctionnalités parfois très très complexes en termes de, comment on appelle ça, pas de loi, mais je vais y arriver, je vais trouver le mot. Législation? Ouais, législation, mais on doit respecter certains protocoles, par exemple pour tout ce qui est remboursement, carte vitale et tout ça. Donc là, c'est codé en partie en TypeScript pour l'Allemagne, en partie en Rust pour la France. Donc tu vois, il y a pas que du Ruby et du JS. Mais on essaie d'être plutôt assez niche sur ces parties-là. Là où on essaie de répandre le même toolset partout, hein, on essaie quand même de garder des petites niches aussi, où bah, là, t'as un produit vraiment, vraiment, vraiment spécial à développer avec vraiment un langage qui peut t'apporter un edge, bah, on va dire OK, mais on va essayer de le confiner. Ça va un petit peu à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, mais le but, c'est qu'on ne soit pas à la fin avec 25 langages, tous mélangés, hein, où là, tu perdrais vraiment l'intérêt de pouvoir naviguer d'équipe en équipe. Si tu as 25 langages, au bout d'un moment, tu te noies là-dedans. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu plus en détail de cette culture du monorepo? Qu'est-ce que ça Ouais. apporte? C'est toujours un sujet qui est intéressant de savoir les avantages, les inconvénients et d'avoir quelqu'un qui a l'expérience justement de cette façon de faire. Bah, ça apporte beaucoup de discussions déjà, parce que c'est assez marrant. Monorepo, monolithe, alors tu vois, on n'est pas strictement monolithe parce qu'on a beaucoup de choses autour, comme je disais, la data, c'est un truc à part, on a des services externes et tout. On n'est pas non plus monolithe parce que 90% de notre prod, elle est dans ce monolithe, mais on a des choses autour, hein. Donc on a des dizaines et des dizaines de repos sur GitHub qui sont sur des briques satellites, mais au sens du gros de l'appli, c'est vraiment un énorme monolithe. Et donc ça, ça amène beaucoup de discussions de gens qui veulent casser ça ou au contraire qui chérissent ce monolithe. Donc on a un peu des clans différents qui discutent ou qui se disputent. Moi, mon boulot, c'est toujours de rappeler les bons et les mauvais côtés de chaque solution, hein. À chaque fois qu'on veut faire bouger les lignes, je dis oui, rappelez-vous, microservices, essayez de voir avec quelle facilité vous diagnostiquez les problèmes en prod avec New Relic. Essayez de voir avec quelle facilité vous déployez de nouvelles fonctionnalités seul, sans aucune synchronisation entre équipes. Et on va vers les microservices. Quels problèmes vous allez rencontrer? De comment on va devoir grossir la taille de l'équipe de prod des séries? Comment on va devoir grossir la CI? Comment on va devoir complexifier la CI? Comment on va devoir complexifier les déploiements? Actuellement, c'est 3 fois par jour, toujours de la même chose, c'est une image Docker qui part en prod. Donc moi, je suis toujours là pour rappeler les pros and cons des deux côtés, et puis parfois on bouge les lignes. Mais globalement, on essaie de rappeler les principes qui ont bien fonctionné pour nous, hein, et de se dire, OK, s'ils fonctionnent plus, est-ce que c'est parce qu'ils sont plus à jour, hein, ou parce qu'on les applique moins bien qu'avant? Et souvent, c'est parce qu'on les applique moins bien qu'avant. Mais bon. Je suis pas sûr que tu aies tout à fait répondu à ma question, cela dit. C'est parti sur le monolithe et pas sur C'est le possible. monorepo. Monorepo. Ouais, bah monorepo. En fait, notre monolithe, il est dans un seul repo, mais on a plein d'autres repos à côté. Et là-dessus, on est un peu faible. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait un monorepo à la Google, hein, où tu as bah, typiquement ce que je disais tout à l'heure avec le monolithe, c'est que tu cherches du code, tu as un seul endroit où chercher, c'est super efficace. Bon, avec le monorepo, c'est encore plus efficace, hein. Chez Google, tu cherches du code, tu touches tous les produits qui vont utiliser ou qui vont parler du truc que tu cherches. Si tu as une dépendance vers un produit externe, une librairie ou autre, ça sera dans une seule version. C'est pas le cas chez nous, chez Docto, et j'aimerais bien qu'on arrive à faire ça. C'est un des trucs qui est dans notre vision pour le futur.
Donc ça, moi j'ai vu ça fonctionner super bien, le monorepo chez Google. Et chez nous, on l'a un peu parce qu'on a un gros monolithe, mais en vrai, on pourrait faire mieux. Mais est-ce que c'est dur à mettre en place? Parce que je me représente très bien les différents repos. On a une application, on a un repo par application et ce mode de fonctionnement. Par contre, il y a une toute autre culture qui est amenée par le fait d'avoir un monorepo. Ouais, C'est-à-dire que tout le monde partage le code avec tout le monde peut voir le code de tout le monde ouais, et surtout, bah, on a un seul endroit central où, bah, comme tu l'as dit, on a une librairie et tout le monde va utiliser la même et elle sera toujours ouais, la même version. Mais ouais, ça veut ouais, dire que la personne qui va mettre à jour cette librairie, en fait, a beaucoup d'impact sur beaucoup de projets derrière. ouais, ouais, tout à fait. Bah, ça a un impact sur la culture. Il faut que tu sois très orienté test. Il faut que tu testes beaucoup, beaucoup de tests automatisés, une CI ultra robuste. Nous, chez nous, on a une CI vraiment très très costaud, hein. Mais si on voulait aller sur un vrai monorepo où on regroupe vraiment dans un seul repo à la fois le monolithe et tous les petits satellites, c'est sûr qu'il faudrait qu'on améliore la CI, il faudrait qu'on améliore tout ça. Mais moi, je pense que ça vaut le coup. Typiquement, j'ai vu ça chez Google, hein, et ça amènerait plein de choses qui nous seraient bénéfiques chez Docto, hein, qui nous le sont peut-être moins que d'autres boîtes parce qu'on a ce gros monolithe au milieu et en fait, avec ce gros monolithe, on ressent déjà une bonne partie des avantages du monorepo, tu vois. Tu cherches, je veux dire, t'as quand même la même version de librairie pour 99% de la prod. Ouais. Parce que vous avez c'est des monorepos par langage, en fait, si je comprends bien. Plus qu'un monorepo où, Non, non, on a un monorepo dans lequel on a le Ruby, le JS, tout ça, c'est un gros monorepo. Mais après, effectivement, toi, on parlait l'appli desktop qu'il y a chez les médecins, elle est dans un repo à part. Moi, j'aimerais bien la ramener dans le même monorepo pour que tu puisses faire des recherches croisées entre le code back, le code front, mais aussi le code client lourd. Ça, on n'a pas ça. De la même façon, on a des outils développés en Ruby qui sont déployés pour notre gestion de crise ou autre. Ils n'utilisent pas les mêmes versions de dépendance ou les mêmes versions de Ruby que la prod. Et j'aimerais bien que ce soit la même version pour que ça puisse homogénéiser tout ça. Donc ça, on est tous d'accord pour y aller, mais pour l'instant, on a été plus occupé par la vaccination. Mais l'idée, c'est d'aller encore plus loin que notre gros repo plus plusieurs petits. On voudrait avoir tout dans un seul monorepo, hein. ouais, selon toi, ce serait compliqué à mettre en place ou c'est juste une histoire de temps que vous avez pas pour l'instant? Ouais, il faudrait vraiment un petit peu, comme on est habitué à le faire chez Docto, il faut que le jour où on le fait sur un projet, il faut qu'on en ressente le gain tout de suite. Si le gain il est encore un peu trop diffus, on le fera pas. Et est-ce que ce sera compliqué? Je pense que ça dépend vraiment des projets. Il y a plein de projets qu'on pourrait réintégrer dans le monorepo très vite dès maintenant, là. Et puis il y en a sans doute d'autres qui seraient plus compliqués. C'est vraiment au cas par cas, ouais. Ouais. Et donc, quelle est ta vision pour l'avenir? Comment est-ce que tout ça évolue? Quels sont tes projets? On a parlé évidemment de ce monorepo, mais j'imagine que tu as pas mal de tracks en parallèle sur lesquels tu essayes d'avancer. Ouais, ouais, Qu'est-ce qui ouais. te tient à cœur aujourd'hui? Bah, ce qui nous tient occupés, c'est la base de données, hein. On est en train d'essayer d'envisager plusieurs façons de scaler plus loin que notre grosse base de données Aurora. Donc on travaille avec AWS, on travaille aussi avec Azure, avec Google pour essayer de trouver des solutions alternatives qui ressemblent plus à des choses que j'ai pu voir chez Google ou avec des bases de données presque infiniment scalables. Donc on recherche différentes solutions open source ou propriétaires, hein. Ça, c'est un gros chantier pour nous. En parallèle de ça, on essaie aussi de faire du sharding bête et méchant, comme tout le monde sait faire de notre base de données, mais ça veut dire que le jour où on en a une qu'on coupe en deux, bah, 3 jours après, on en aura 12, et 5 jours après, on en aura 72 bases. Ça, on essaie d'éviter parce que plus dur à maintenir, plus dur à déployer, plus dur à diagnostiquer, plus dur pour la prod. Mais on sait qu'on va quand même essayer ça pour pérenniser nos perfs dans le futur, hein, pour se protéger un peu. Ça, c'est un gros chantier. On a un gros chantier sur tout ce qui est cloud de confiance aussi. Typiquement, nous, on héberge toutes nos données en Europe sur AWS à Francfort, à Paris, dans un cloud qui est certifié HDS. Donc, on suit la loi et au plus près et on protège nos données avec du chiffrement bout en bout et tout ça. Mais on sait aussi que la loi un jour elle peut changer, hein, et qu'on peut nous demander de garantir
qu'on est hébergé sur un provider totalement européen, d'une filiale européenne ou d'une boîte 100% indépendante européenne. Ça peut arriver, donc on essaye d'évaluer ce que ça voudrait dire pour nous. C'est les scénarios. Tous les cloud providers européens t'ont dit ah bah oui mais c'est très facile. Non, c'est pas très facile. Quand on leur montre notre Aurora déjà, en général ils n'ont pas grand chose à nous proposer en remplacement. Hein. Mhm. Donc il y a toujours le discours et puis la réalité. Hein. Et le discours c'est oui on pourrait héberger plus de données chez un OVH ou un Scaleway, mais ils n'ont pas non plus complètement la même échelle qu'un AWS, hein, quoi qu'ils en disent. Donc on travaille avec certains clouds pour essayer de trouver comment on pourrait changer notre hébergement plus tard si la loi nous l'impose. Et puis de la même façon, on essaie de bouger aussi les gros cloud providers en leur disant que nous, on fixe nos exigences un peu plus loin que ce qu'ils sont capables de nous procurer. Mhm. Tu vois, en termes de chiffrement bout en bout, par exemple. Ouais. Ça, c'est un gros chantier, intéressant. Puis après, il y a un chantier qui a pas vraiment démarré, mais qui a émergé avec le Covid. C'est pendant le Covid, on a eu une tonne de scrappers hein, qui ont commencé à dire mais Doctolib, c'est une magnifique API. On va se connecter à leurs API REST et puis on va requêter plein de trucs et on va prendre des rendez-vous pour les gens à la place de Doctolib. Mhm. Parce que à cette époque-là, il y avait pas mal de bugs sur l'UI Doctolib. Ils se sont dit on va faire mieux, hein, des choses comme Vitmados ou autres. Mais il y en a eu plein en Allemagne aussi. On a eu des trucs open source, des trucs closed source. Et donc on est en train de se demander sur comment on pourrait APIser tout ça pour que ces, euh, ces scrappers un peu pirates soient plutôt et un playground pour pouvoir jouer selon les règles. Ça pourrait être chouette. Ouais. Quand tu dis un playground pour jouer selon les règles, c'est avoir une API publique plus propre ou Ouais. avoir aussi la possibilité de s'abonner, en fait, d'avoir un modèle économique aussi sur l'API. Bah, tout est possible, ouais. Déjà quelque chose de plus propre, de plus qui demande moins de reverse engineering, ça c'est sûr. Quelque chose aussi qui nous protège nous quand on a des scrappers qui tournent H24 depuis GitHub Actions et qui nous dump tout le service, bah, c'est les médecins qui payent qui sont impactés et c'est les patients qui essaient de prendre des rendez-vous qui sont impactés aussi. Donc ça s'est fait en bonne tu vois, pendant la Covid, ça s'est fait, on est allé discuter avec les gens de Vitmados, on leur a fixé les règles et ils ont respecté, ça s'est très très bien passé. Hein. Mais on a aussi des scrappers en Allemagne qu'on a été obligé de bloquer. Hein. Donc ça, on voudrait qu'il y ait un cadre avec je sais pas s'il sera financier, mais en tout cas, il y aura des quotas, des choses comme ça. Là, actuellement, il n'y a pas de quotas. Hein. Donc ça, c'est important. Et puis, je pense que ça va se faire de plus en plus. Les gens vont de plus en plus vouloir construire des choses autour de Doctolib. Quand tu parles de crawler, en fait, tu dis pas que c'est des call API. Donc ça veut dire que c'est encore très Ah, artisanal. il y a tout eu, on a tout eu. On a eu des crawlers HTTP, des crawlers sur l'API JSON. Globalement, il faut voir que toi, tu veux prendre un rendez-vous, tu n'as pas besoin de t'identifier au moins jusqu'à la fin. Mhm. Et donc, les crawlers, ils ont juste à appeler des endpoints REST. Et puis, ils récupèrent déjà 90% des données dont ils ont besoin. Et puis, les 10% qui restent, ça peut être des pages HTML à aller scraper. Hein. Et puis voilà. Donc déjà, si on avait une belle API pour eux, ça serait peut-être plus simple pour eux. Nous, on limiterait la casse sur le back-end. Et puis, on pourrait aussi les throttler, on pourrait les identifier, on pourrait mettre du cache, on pourrait peut-être un jour les facturer. Ouais. Ouais. Parlons un peu de la concurrence, puisque concurrence il doit y avoir. Donc, Doctolib, c'est une licorne française. Tu l'as dit, vous êtes maintenant en Allemagne aussi. Ouais. Qu'en est-il des autres sites qui auraient un business similaire en Europe ou aux États-Unis et qui Ouais. chercheraient peut-être à étendre leur influence sur d'autres pays, dont la France? Qui voudraient nous racheter, tu veux dire? Non, mais au moins vous concurrencer. Nous concurrencer? Ouais. Alors, en France, honnêtement, on l'a vu avec la vaccination, il y avait plein de petits sites. Et bah, ça va être un petit peu odieux ce que je dis, mais on voit bien quand même qu'on a une part de marché assez gigantesque par rapport aux autres. Mhm. Et je pense que globalement sur la France, pour l'instant, pour quelques années à venir, c'est plutôt joué. Hein. C'est pas facile de venir nous concurrencer. En Allemagne, on est tout petit. On est là depuis quelques années
Et on amène un peu de peur aussi quand on s'installe en Allemagne. Il y a des lobbies qui se sont montés contre nous pour interdire qu'on arrive, parce qu'ils ont peur peut-être qu'on amène un monopole d'ici quelques années en Allemagne, hein, de prise de rendez-vous, même si, encore une fois, toujours les médecins, pour la grande majorité, s'en plaignent pas, les patients, pour la grande majorité, s'en plaignent pas. Je comprends que des gens aient peur de monopole, hein, c'est naturel. Et puis, il y a plein de pays en Europe où il y a des produits concurrents, soit parce que ils existaient déjà avant, soit parce que le business n'est pas du tout le même, la façon dont fonctionne la santé n'est pas du tout la même, hein. Puis après, il y a le continent américain où là, c'est encore autre chose. Ouais, est-ce qu'ils pourraient venir s'installer en France? Je pense que ça serait un peu compliqué. Est-ce qu'ils peuvent nous concurrencer dans les autres pays d'Europe? Oui, oui. Ouais. On a aussi les concurrents sur la prise de rendez-vous en ligne comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais les concurrents sur les logiciels de gestion de patientèle, il y en a énormément, qui sont des concurrents historiques, qu'on appelle même nous en rigolant préhistoriques, parce que c'est des logiciels client-serveur, impossibles à maintenir, qui sont jamais patchés, qui n'ont pas d'évolution, pas de révolution. Les médecins en sont de moins en moins contents, hein. Donc nous, on arrive aussi avec nos propres produits pour remplacer ça. Donc là, on a une concurrence sévère et on est tout petit. Donc je pense il y a encore beaucoup de concurrence pour nous, mais il y a deux, trois endroits où on a montré qu'on savait faire des services qui fonctionnaient bien et que les gens aimaient. C'est un modèle qui est difficile à porter d'un pays à l'autre, justement à cause de ces législations qui peuvent être différentes pour Ouais, la ouais. médecine. Ouais, ta législation, alors typiquement, tu vois, le remboursement carte vitale en France ou le système en Allemagne, c'est carrément différent. Mais tu as aussi des règles différentes. En Allemagne, chaque praticien, enfin, je sais pas si c'est chaque praticien, mais la plupart des docteurs, je pense, ils ont un mode où ils peuvent facturer soit au prix plancher remboursé par l'État, ou soit un prix un peu libre, mais beaucoup plus. Ils peuvent faire le grand écart entre ces deux tarifications. Et donc, eux, ils ont besoin de fonctionnalités pour avoir une patientèle homogène, avoir les 20% entre guillemets obligatoires de prix plancher par semaine et puis le 80% de prix libre. Ça, c'est les fonctionnalités dont ils ont besoin qui n'existent pas dans d'autres pays. Je crois qu'en Italie, je me demande si tu vois une plateforme, je pense qu'ils doivent pouvoir autoriser les patients à voter à mettre des scores hein, sur les praticiens. En France, ça doit être borderline illégal et en plus, c'est pas dans l'intérêt de nos praticiens qui payent le service d'être notés, hein. Mhm. Il y a Google pour ça. Bon. Donc il y a pas mal de petites différences comme ça. Ouais. Et puis bon, dans le domaine de la santé, il y a des endroits où il y a des pays où aussi les dépenses de santé sont pas du tout les mêmes, hein, où l'accès à la santé est plus ou moins simple, plus ou moins compliqué. L'Allemagne, ça ressemblait pas mal à la France. On a lancé l'Italie en janvier, ça ressemble aussi pas mal à la France. Des pays, je pense, comme les pays nordiques, qui doivent être plus équipés dans des solutions concurrentes de la nôtre. Les États-Unis, c'est un marché entièrement différent, à mon avis. Ça va être marrant. Ouais. Tu as évoqué le fait que la concurrence était encore beaucoup préhistorique chez le praticien, Ouais. mais en même temps, il y a quand même des gros enjeux de sécurité là. Mm. C'est-à-dire que aujourd'hui, chez le praticien, j'imagine que j'ai un dossier médical, d'ailleurs sûrement codé de manière très très propriétaire par le logiciel et qu'il est Ouais. sûrement très difficile d'extraire de la donnée de ça. Est-ce que il y a une résistance de la part des praticiens justement à ouvrir leur poste où ils ont toutes ces données sur l'internet directement et comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, nous, quand on a sorti Doctolib Médecin, notre nouveau produit, début d'année, l'idée, c'était d'offrir un chiffrement bout en bout. Donc, ça veut dire que les données que les praticiens saisissent sur tel ou tel patient ne sont pas déchiffrables par Doctolib. Il y a un tiers de confiance qui est Tanker, hein. Tanker, c'est eux qu'on utilise comme prestataire pour chiffrer de bout en bout. Ce qui fait que qui peut déchiffrer les données d'un rendez-vous, c'est le praticien, et puis c'est tout. Il n'y a personne chez Doctolib qui peut le faire, ni la prod, ni un admin, ni qui que ce soit. On n'a pas les clés pour ça. De la même façon, quand tu vas prendre un rendez-vous chez ton praticien et que tu as une ordonnance, seul toi et le praticien pouvaient la déchiffrer. Il n'y a pas un autre patient qui peut la déchiffrer. Ça, c'est géré pareil par ton cœur. Donc nous, on essaye d'amener ces solutions-là qui sont, on va dire, bien connues, de chiffrement bout en bout,
qui sont pas non plus complètement mainstream, hein, c'est encore assez compliqué de faire ça. Et la plupart des acteurs existants, ils sont à des années-lumière de faire ça. Et ils géraient la sécurité de façon un petit peu pseudo-secure en disant ça reste sur votre poste dans votre cabinet. Mais en fait, c'était assez faiblard comme protection. Mhm. Là, l'idée, c'est que les données, elles sont chiffrées en transit, elles sont chiffrées à Trust et elles sont rechiffrées aussi après à Trust par la plateforme AWS. Donc là, on a un niveau de chiffrement qui est quand même bien plus moderne que ces outils-là qui sont un petit peu vieillissants, hein, même si on est en mode SaaS. Et en échange, les praticiens, ils gagnent quoi? Eux, ils gagnent des nouvelles fonctionnalités, du machine learning qui les aide à catégoriser telle ou telle maladie ou à faire un diagnostic, des choses beaucoup plus modernes qui n'existent pas chez la concurrence. Ouais. J'imagine que le business de la santé, je vais le dire entre guillemets parce que les deux mots associés, ça fait pas très joli, mais c'est quelque chose qui est en pleine explosion, comme un peu tout ce Ouais. qui vient dans le domaine du numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'imagine que les possibilités sont énormes entre ce qu'on connaissait, aller chez le médecin, prendre un rendez-vous par téléphone, avoir son dossier médical chez ce médecin, et puis ça s'arrêtait là souvent. Ouais. Aujourd'hui, les cas d'usage qu'on pourrait faire avec la santé, je parle pas forcément de facturation, mais au moins ce que le patient peut y gagner, ça doit être quand même assez énorme. Vous avez des idées là-dessus, ouais? Ouais, on a des idées. Et puis déjà, c'est énorme pour les patients. Tu vois, on est tous là avec notre petite ordonnance imprimée, recto verso par les pharmaciens à chaque fois que tu vas faire renouveler un médicament. C'est un peu bizarre, hein. Mais en vrai, ce qui est plus dangereux, c'est ton parcours. Tu vois, entre ton médecin spécialiste, généraliste, toi en tant que patient, tu es mené à droite, à gauche, tu comprends pas trop ce qui se passe. T'as pas de vision globale de ton dossier. Souvent, il y a des courriers qui sont échangés entre les médecins, tu les vois même pas. Donc nous, on est là pour essayer de fluidifier ces échanges-là, tout ce parcours médical, et pour mettre de l'huile dans tous les rouages. Ça, il y a de la valeur. Et après, il y a de la valeur aussi côté médecins. Les médecins, on imagine des superwoman et des superman qui savent tout sur tout. Et en fait, les praticiens, ils sont isolés dans leur cabinet. Il y en a certains qui ont du mal à avoir un réseau autour d'eux. Ils ont du mal à rester à jour sur, même sur des connaissances médicales. Et donc, ils ont aussi plein d'outils qui pourraient les aider à communiquer plus entre eux, à assurer mieux le suivi de leurs patients, à rester plus up-to-date de toutes les nouvelles avancées médicales, technologiques. Donc là aussi, il y a énormément de choses à faire. Et c'est vrai qu'on a plein d'idées de choses pour le futur, hein, de ce point de vue-là. Ouais, j'avais lu un super article il y a quelques années de ça d'un Italien qui avait hacké son dossier médical parce qu'il était atteint d'un cancer. Et en fait, Ouais. bon, il l'a mis en open source. C'est pas ce que tout le monde veut faire, bien évidemment, mais ça lui a permis d'avoir des gens qui s'intéressent à son cas à l'autre bout du monde. Parce qu'à Mm. l'époque, c'était peut-être la seule manière de le faire. Mais on peut très bien s'imaginer que aujourd'hui, on n'est plus limité non plus par une région, un pays. Quand on a besoin d'un spécialiste, on pourrait très bien imaginer qu'un spécialiste des États-Unis ou de n'importe où, d'Allemagne, puisse aussi intervenir sur un cas précis et Ouais. apporter son point de vue. Oui, si on a une minute, je voudrais terminer sur un truc. Quand j'ai fait ma DR, donc mon onboarding, hein, dans tous les onboardings, on voit des spécialistes hein, qui utilisent Doctolib et qui nous racontent un peu comment ils utilisent Doctolib, hein. Donc nous, c'était un spécialiste en gynécologie qui nous expliquait comment la téléconsultation a changé sa vie. Donc nous, on a ouvert grand les yeux, on s'est dit quoi, la téléconsultation gynécologie, c'est bizarre. Et en fait, il nous disait, bah écoutez, moi, en gros, mes patientes, j'ai besoin de les voir une fois par an, mais le reste du temps, j'ai pas besoin de les voir, hein. Et c'est même beaucoup plus efficace de pas les voir parce qu'elles n'ont pas besoin de se déplacer. Je peux aller avoir comme ça des patientes qui viennent de très loin ou qui ont des horaires infernaux, des horaires infernales et qui peuvent pas revenir dans Paris juste pour me voir. Là, elles prennent un rendez-vous téléconsultation. C'est des nouvelles patientes que j'avais jamais vues, qui sont de milieux sociaux complètement différents. Et donc lui, mais il est ravi de ça. Ça a changé son métier, quoi. Ça a changé vraiment sa façon d'approcher son métier. Et on cherche des choses comme ça qui permettent de changer le métier des praticiens pour que les patients soient mieux soignés, quoi. Ouais. Ok, en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Un bel avenir à Doctolib. Merci, merci. Merci beaucoup en tout cas pour cette conversation. Merci à toi. C'était vraiment super sympa de me recevoir. Avec plaisir.
Retrouvez David sur Twitter @degajo et Doctolib sur doctolib.fr. Comme toujours, n'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.